Bonsoir, Monsieur le Président Biran Bonsoir Daoula à vous. Bey. Merci de nous accorder cette interview pour l'intérêt de la jeunesse et l'intérêt de la Mauritanie. Nous remercions votre humilité de pouvoir partager avec nous vos ambitions pour la Mauritanie, de pouvoir partager avec nous votre vision pour la Mauritanie. Donc nous vous disons merci. Mais avant d'entamer mes propos, je vais revenir sur une présentation brève de votre personnage. Après, je vais poser la question, est-ce que vous êtes d'accord par rapport à cette présentation ou non? C'est à vous de voir et d'apprécier. Je vais vous dire, Biranda Oulabeid est une figure emblématique de la lutte contre l'esclavage en Mauritanie. Militant infatigable des droits humains, il est le fondateur de l'initiative de résistance du mouvement abolitionniste, un mouvement non reconnu par l'État. Pendant de nombreuses années, issu de la communauté haratine, descendant de l'esclavage, d'esclaves, s'est imposé comme la voix la plus forte contre les pratiques esclavagistes persistantes dans le pays, malgré leur criminalisation. Son engagement lui a valu plusieurs arrestations, emprisonnements et distinctions internationales, dont le prix des Nations Unies pour le droit de l'homme en 2013. Politiquement, il s'est présenté plusieurs fois à l'élection présidentielle, incarnant une opposition radicale aux militaires et à l'ordre social dominant. Il est aujourd'hui député poursuivant son combat entre militantisme et engagement politique charismatique, ciblant mais incontournable, clivant mais incontournable. Biran Daoula Bey est le symbole de la résistance contre l'injustice sociale en Mauritanie. Est-ce que j'ai été fidèle par rapport à cette présentation? Si vous avez quelque chose à ajouter, Monsieur le Président, à vous la parole. Franchement, vous êtes témoin étant euh, parmi les premiers jeunes qui ont suivi Biram dans son combat, vous-même, Féroce Aliagui. Vous êtes témoin que mon combat contre l'esclavage n'a jamais été séparé de mon combat contre le racisme domestique et d'État que nous avons combattu et qui nous a valu autant de persécutions. Donc, euh, ce sont deux mots collatéraux que je n'ai jamais séparés. Et dans mon fameux emprisonnement en 2012, suite à l'incinération des codes d'esclavage, les hautes autorités mauritaniennes m'ont posé une seule condition pour autoriser IRA à me libérer, m'élargir de la prison et me permettre toutes les activités, c'est que j'ai renie le combat du génocide qui a endeuillé les communautés noires, surtout la communauté Peul, entre 1986 et 1992. C'était leur condition unique et principale que j'ai évidemment refusée. Donc, j'ai constaté aussi que certains des collègues militants de la cause juste des Noirs, certains, à un moment donné, ils l'ont jugé utile et promoteur pour eux de nier tout lien de Biram à la lutte contre le racisme et l'oppression des personnes d'ascendance africaine. C'était une ligne stratégique et tactique de beaucoup de mes collègues ils ont abandonné cette ligne maintenant. Et ceux qui ne l'ont pas abandonné, la lutte même les a abandonnés. Parce que c'était nier vraiment une réalité très forte, un compartiment colossal du combat de Biram, de Irak et du Parti Irak. Et Oui, président, permettez-moi pour vous permettre de bien rentrer, comme vous êtes déjà, comme on le dit dans la première question, par rapport à la présentation. Moi, j'aimerais juste vous dire, plus de 40 ans après la création de El Hor, malgré une loi de criminalisation de l'esclavage. Pourquoi cette pratique reste-t-il et elle est enracinée selon vous? Est-ce que c'est dans les textes d'application qui empêchent une réelle éradication? Votre mouvement est qualifié de radical. Assumez-vous ce qualificatif? oui, notre mouvement
est radical à cause de la dépréciation de l'ambition du changement, de la demande de changement et surtout du niveau de pression que les mouvements avant nous et les mouvements qui nous ont accompagnés dans la même période ont posé au système. Le système, les exigences les plus fortes, les plus aiguës, les plus dérangeantes, ce sont les exigences que l'IRA a fait. D'autres aussi ont fait des exigences aussi fortes que les nôtres. Mais la différence, c'est que nous, nos exigences sont accompagnées de pression sur le terrain qui met le régime en difficulté face à l'opinion internationale, face aux partenaires et face aux populations même. C'est pourquoi nous sommes considérés radicaux parce que nous avons deux qualificatifs. Nos exigences sont très fortes, mais aussi on a une capacité subversive de subversion qui met le pouvoir en difficulté. Oui, Monsieur le Président, si cette question, vous avez bien répondu par rapport à cette pression que vous avez toujours menée sur le terrain en disant qu'aujourd'hui, c'est pourquoi on a vu beaucoup d'arrestations. Que répondez-vous à ceux qui disent au moment où vous êtes en tournée en Europe, on est en train d'arrêter vos militants alors que vous passez vos beaux temps avec votre famille en Europe? Bon, il n'y a pas de beau temps que nous passions ici. Il faut voir la polémique que soulèvent mes interventions quasi quotidiennes concernant la situation en Mauritanie. Il n'y a pas une journée, il n'y a pas deux, il n'y a pas trois, que je ne croise pas le faire avec les systèmes, avec toutes les têtes du système, dans toutes les langues, sur toutes les questions, sur tous les fronts. Et ça veut dire que ce n'est pas le repos. Et ce n'est même pas le repos du guerrier. Non, c'est l'action permanente. Mais j'ai un corps, je suis un être humain, j'ai le droit de me soigner, j'ai le droit de me contrôler, j'ai le droit de me refaire, de me réparer après l'usure du combat sur le terrain, du stress. Voilà. Et je pense que même les machines qui sont constituées de fer et d'acier, elles ont besoin d'être réparées. Oui, pour être clair, aujourd'hui, Monsieur le Président est en Europe pour se soigner, pour son état de santé, pour pouvoir continuer la lutte sur le terrain. Vous vous positionnez en alternative directe au régime. Quel chemin concret visez-vous pour accéder au pouvoir? La voie électorale, la pression populaire ou une rupture plus profonde? Tout ceci à la fois. La rupture est déjà profonde à travers les actes que nous avons déjà posés. L'acte de l'incinération des livres esclavagistes, l'acte de Inal, du pèlerinage de Inal, l'acte de la grande marche contre l'esclavage foncier et la confiscation des terres à caractère raciste que nous avons mené en 2014. Je pense que l'acte fort, aussi le premier acte qui a constitué à faire la première manifestation publique contre l'esclavage en décembre 2010 qui nous a valu la première grande rafle, le premier emprisonnement et le premier grand procès. Je pense que tous ces actes sont des actes de rupture. Voilà, nous sommes positionnés non seulement pour une alternance politique, mais une alternance idéologique pour le système, une alternance sociale. Il faut changer
le rythme des présidentiables qui, depuis la naissance de la Mauritanie, sont toujours d'une seule communauté. Il faut changer aussi la trajectoire des présidentiables qui, depuis 1978, sont tous issus des officiers supérieurs de l'armée et sont tous venus au pouvoir par la force, par l'exercice de la violence. Donc, nous nous positionnons pour une rupture globale avec le système et un changement radical. Monsieur le Président, dans le paysage politique éclaté, comment comptez-vous rassembler les forces, l'opposition, notamment celle issue du courant arabo-berbère, souvent en désaccord avec votre ligne? Elle n'est pas la seule. Sauf si vous classez les Haratines dans la communauté arabo-berbère et tous les leaders politiques Haratines. Messoud Boulkhair, Samori Oulbey, Mohamed Oulbourbos, Bouedjel Oulhoumaïd, et les autres, plus jeunes, jamais, ils n'ont jamais épousé le projet politique dirigé par... Mais pourquoi le président part rendre visite à M. Boulkhair? C'est une communication ou bien vous voulez faire, comme on le dit, une propagande politique? Bon, c'est mon devoir de ne pas céder au bon vouloir du système, d'acter toujours la rupture entre moi et les hommes politiques, même proches du système. C'est les chemins faciles, ça fait le boulot facile pour le pouvoir. J'ai le droit de m'accrocher à une communication courtoise avec la classe politique, même si c'est une classe politique qui est en grande partie acquise au système. Et il faut réserver les salves rudes et fortes aux têtes pensantes et aux artificiels du système. C'est dans ce sens que je voudrais aussi vous dire que même la communauté polarophone, la communauté de l'opposition polarophone, c'est tout récemment que nous avons pu cheminer ensemble. Avant ça, il y a eu beaucoup de difficultés. On a pu surmonter ces difficultés tout récemment. Et la communauté arabo-berbère, son opposition, elle aussi, c'est une opposition assez réfractaire au rythme et à la fougue du mouvement que dirige Biran Da Ould Abeid, comme les autres aussi. Mais je ne pense pas que l'opposition est éclatée. Je pense qu'il y a une bipolarisation nette depuis 2014 entre le pouvoir et la mouvance dirigée par Biran. Appelez-la RAG-IRA, appelez-la IRA. Vous pouvez l'appeler maintenant l'opposition anti-système qui englobe beaucoup aussi de partis et de mouvements historiques qui ne sont pas RAG, qui ne sont pas IRA. Cette bipolarisation, c'est la règle de l'évolution démocratique. Le pouvoir a toujours essayé de casser cette bipolarisation entre lui et nous pour pouvoir désinformer l'opinion publique nationale et internationale et retarder l'avènement de la conscience générale. C'est pourquoi le pouvoir retarde la légalisation, refuse la légalisation de notre parti, nous confine dans l'illégalité pour nous empêcher, pour restreindre notre marge de manœuvre
Et il continue à créer ici et là des partis fantoches qui sont dans les années passées dirigés par des transfuges de IRA qui sont issus du groupe Hatim ou du groupe négro-mauritanien, mais maintenant, il fait carrément la ponction au sein de sa majorité de réserve. Et c'est à partir de cette majorité de réserve du pouvoir qu'il a fait la ponction de partis dits d'opposition en guillemets, mais qui sont en vérité une majorité de réserve, des partis de réserve du pouvoir. De la Vous voulez dire qu'il y a une opposition qui roule pour le pouvoir? Oui, beaucoup. La majeure partie de cette opposition que nous voyons, elle roule pour le pouvoir. Surtout les gens qui sont tirés de l'Irak. Le temps où ils étaient là-bas, pour porter un coup dans le dos, pour Irak, un poignard dans le dos, et pour recevoir des partis. Ils sont connus. Mais maintenant, étant donné que ce procédé n'est pas rentable, n'a pas pu freiner l'ascendance fulgurante du mouvement Irak et de l'opposition anti-système, le pouvoir a décidé ces jours-ci de créer une multitude d'oppositions issues du pouvoir, voilà, et fermer carrément la porte à la légalisation de partis qui sont issus d'Irak, d'Irak ou des autres partis de l'opposition anti-système comme le FPC et bien d'autres. Monsieur le Président, je vais revenir en arrière avant d'attaquer la question sur la jeunesse et aussi au niveau international puisque vous incarnez ce leadership quand même qui dépasse au-delà de nos frontières. Est-ce que vous ne regrettez pas d'avoir fait un pacte avec le président Mohamed Cheroul Ghazouani? Parce qu'au sortir de votre entretien, quand vous avez parlé d'un ami, est-ce qu'il y a eu réellement un pacte? Est-ce que le pacte est écrit? Aujourd'hui, est-ce que c'est pas un regret? Parce que tout le monde, il y a certains de vos détracteurs en disant que c'est parce qu'on a octroyé certains postes de responsabilité aux gens qui sont de Irak. C'est pourquoi M. Biranda Ould Abeid est parti voir le président Ghazouani. Mais ces gens, ce qu'ils avancent n'est pas crédible. Ils ont mordu la poussière. Parce que si c'était une question de poste, moi j'aurais équipé la primature et beaucoup d'autres postes ministériels et de haute responsabilité de l'État. Parce que le pouvoir donnerait tout ce qu'il a, sauf la présidence, pour mettre fin à cette lame de fond qui ronge la légitimité du pouvoir et qui les met en défi devant la réalité de la fin, de sa fin. En vérité, il y avait un pacte écrit entre Ghazouani et nous. Bien écrit. Et les postes qui sont des postes administratifs, techniques et pas du tout politiques, relèvent d'une clause que moi j'ai mis en relief et qui est conforme aux lois démocratiques et constitutionnelles, que l'opposition peut être privée des postes politiques qui sont l'apanage du pouvoir. Mais en aucun cas, dans une démocratie digne de ce nom, l'opposition ne peut être privée de postes techniques et administratifs. Et c'est dans ce cadre, c'est sur ce cadre que les gens ont rajouté. Donc les postes indiqués ne sont pas des postes politiques. Et je ne regrette aucunement le pacte avec Ghazouani, mais je ne le répéterai plus. Et c'est pourquoi j'ai refusé de le répéter. Et je suis en train de refuser de le répéter en répondant favorablement et aveuglement à son appel fourbe et hypocrite au dialogue, alors que ceux qui se nourrissaient sur mon dos en utilisant ce mot, j'ai trouvé
on a trouvé notre ami, le président qui convient à la refondation de la démocratie. Bien sûr, une phrase qu'ils ont amputée et enlevée de son sens, mais ils se sont nourris sur cette phrase pour faire une percée politique sur notre dos. Mais ces gens-là maintenant sont maintenant dans ce faux dialogue. Alors on vous reproche aussi, Monsieur le Président. Je vais préciser seulement une chose, une petite chose. Mais cette tromperie et le fait de Ghazouani m'a roulé dans la farine, bon, lui, il en a gagné. Il a gagné un laps de temps. Mais moi, j'ai gagné le restant de la vie parce que je l'ai pratiqué, je l'ai expérimenté et il ne peut plus me tromper. Et aucun autre ne peut plus me tromper sur ce registre bien défini. Donc moi, de mes actes, oui, juste le président pour terminer ce chapitre-là, par rapport à la connivence que les gens vous donnent en disant que vous êtes très proche du Premier ministre Boun Ndiaye. Vous affirmez que c'est votre ami. Est-ce que c'est une réalité ou bien c'est juste les gens veulent porter vraiment préjudice par rapport à votre vision de la Mauritanie? Non, ce sont des ragots et des supputations. Je n'ai jamais dit que Boun Ndiaye est mon ami. Je ne suis pas proche de lui. Boun Ndiaye ait joué le rôle que lui avait confié son chef auprès de moi. Lorsque nous étions en entente. Et lorsque l'entente est terminée, son rôle est terminé. Et lui, il est parmi les commis de l'État qui n'existent que sous l'ombre de leur chef. Donc, ce qui me liait à lui, ce sont les missions qui lui ont été confiées par son patron dans le cadre des relations de son patron avec moi. C'est tout. C'est très clair. On va parler de la diplomatie. Aujourd'hui, Biran Daoul Abeid, pour rappel, les gens qui sont venus, nous sommes en interview avec le président Biran Daoul Abeid, qui est venu à chaque fois deuxième des élections présidentielles, une personnalité politique incontournable dans l'échiquier politique en Mauritanie. Donc, Monsieur le Président, aujourd'hui, on parle de diplomatie avec les nouvelles autorités sénégalaises. En quoi aujourd'hui la voix de Biran Daoul Abeid peine à résonner au Sénégal? Pourquoi les autorités ont usé de votre présence au Sénégal en disant que l'État mauritanien vraiment disent que l'État sénégalais vous laisse vraiment faire ce que vous voulez au Sénégal et eux, ils n'entendent pas ça de bon oeil? Premièrement, toutes les élections il y a en Mauritanie sont des élections fraudées, donc pas du tout transparentes. Mais c'est vrai qu'avec les voix de la fraude, comptabilisées, Aziz m'a battu en 2014. Mais même avec les voix de la fraude, en 2019 et en 2024, j'ai battu Ghazouani. Ghazouani s'est maintenu par la force de la violence et de la coercition. Même la fraude ne l'a pas sauvé de ma victoire. Ouais, mais ce n'était pas les résultats des urnes. Bon, oui, non, ce n'était pas les résultats de la CENI. Mais dans les résultats des urnes, je suis gagnant. Les résultats de la CENI, de sa CENI... Vous vous basez sur quoi? Parce qu'on a dit que vous n'avez pas une représentation au niveau national par rapport au nombre... J'ai bel et bien une représentation au niveau national. Parce que sur 4700 bureaux, nous avons été présents sur la majorité de ces bureaux, sauf 700, mais avec la comptabilité que nous avons fait des voix, je suis largement gagnant, même si Ghazouani fait tout ce qu'il veut qu'on fraude dans 700 bureaux. Mais étant donné qu'ils ont compris qu'on s'achemine vers une victoire certaine,
ils ont, quelques heures avant la fin des élections, 2000 des 4000 bureaux ont été occupés par les forces armées et les forces de sécurité et ils ont expulsé nos représentants et ils ont produit les résultats qu'ils veulent dans ces bureaux, abstraction faite de la réalité du vote. Pourquoi vous n'avez pas fait de recours quand vous êtes Bon, dans on vos ne fait droits? pas Pourquoi vous de n'avez pas fait de recours. recours? On ne fait pas de recours devant un conseil constitutionnel qui n'est pas un et qui est acquis à l'avance au système et qui lui obéit au doigt et à l'œil, comme on ne dépose pas de parti au ministère des Affaires, du ministère de l'Intérieur, ces jours-ci dans le cadre de la nouvelle loi, parce que nous considérons c'est participer à la légitimation du forfait que les autorités s'acheminent à imposer. Concernant le Sénégal, oui, les autorités mauritaniennes ont fait pression sur les autorités sénégalaises pour les mettre en demeure de rompre la vie paisible de Biram et de ses enfants à Dakar depuis à peu près 8 ans. Et vu la raison d'État, bien que les autorités sénégalaises n'ont aucune raison juridique et diplomatique de le faire, ils l'ont fait pour raison d'État et pour éviter des problèmes avec le pouvoir mauritanien, qui n'en a que des intérêts des populations des deux rives, mais qui ne s'intéresse qu'à sa survie personnelle. Et le pouvoir mauritanien pense qu'en me privant du relais du Sénégal, que ceci peut restreindre ma marge de manœuvre de lutte contre ce pouvoir. Voilà. On va donner une autre question. Maintenant, on passe un peu en Afrique. Après, je demande aux techniciens de mettre le jingle pour vous permettre le temps de vous reposer, de boire de l'eau parce que nous savons par rapport à une santé fragile, mais vous avez tenu à venir pour essayer de répondre à nos questions. Nous ne saurons que vous dire merci. Monsieur le Président, sécurité et géopolitique sahélienne. Face à la montée de l'instabilité au Sahel, quelle lecture faites-vous du contexte sécuritaire mauritanien et le rôle des puissances étrangères comme la France? Bon, le contexte sécuritaire mauritanien est très inquiétant. Premièrement, le front intérieur. C'est un front très dégarni. C'est un front très fragile parce que la majorité des populations mauritaniennes sentent qu'elles sont totalement exclues des corps militaires et sécuritaires qui sont chargés de défendre la patrie. Quand une armée, dans son leadership, devient monocolore, monoethnique, et quand beaucoup de soldats, la majorité des soldats, savent qu'ils sont discriminés dans la promotion et dans le traitement et dans les privilèges, ceci ne fait pas une forte armée. Et quand même, des tribus parmi les communautés dominantes arabo-berbères voient que d'autres tribus adverses, d'autres familles sont aux commandes des affaires, quand un général peut nommer ses enfants, ses petits-enfants, ses cousins, ses frères, abstraction faite de la justice et au détriment de tous les autres. Bon, ce n'est pas aisé, ce n'est pas facile et ce n'est pas toujours fructueux
de donner aux ordres à une armée d'aller se battre dans ce ressenti d'injustice globale. Ça, c'est le premier point faible. Le deuxième point faible, c'est le fait que les autorités du Mali, du Maroc, de l'Algérie ne comprennent pas souvent la position du pouvoir mauritanien sur des questions qui les lient. Le Mali ne comprend pas la position de la Mauritanie sur la guerre interne au Mali. Le Maroc ne comprend pas souvent la position de la Mauritanie sur le Sahara. L'Algérie aussi. Tout ceci doublé d'accusations sporadiques mais récurrentes que la Mauritanie soutient les rebelles maliens, mais aussi les terroristes de Al-Qaïda et de Daesh. Ajoutez à ça que l'Afrique subsaharienne dans son ensemble allait maintenant arriver sur la Mauritanie, que la Mauritanie est un pays de maltraitance contre les émigrés d'origine, d'extraction africaine, d'ascendance africaine et d'origine subsaharienne. Tout ceci ne met pas malheureusement notre pays, la Mauritanie, dans une pole position pour jouir de la sécurité et de la paix totale vis-à-vis de ses voisins. Oui, le président, pour l'Afrique, on va terminer par ça avant d'entamer notre deuxième partie de l'interview. Puisque, rappelez, nous sommes avec Biranda Oulabeid. Après, nous aurons la chance d'avoir certains intervenants qui vont poser uniquement des questions que vous allez répondre avant de fermer le débat. Je vais terminer pour cette question avant la pause. Les choix souverainistes, excusez-moi, du Mali, du Burkina, du Niger, oui, du Mali, Burkina, Niger. Semble-t-il une voie pertinente pour la Mauritanie ou un risque à éviter? Bon, je pense que la souveraineté est indissociable de l'indépendance. Mais je pense aussi que la coopération multilatérale avec le monde est indispensable pour la paix, la sécurité et le développement. Voilà. Merci. Par rapport à cette question, la réponse du président par rapport à la paix et aussi mettre en avant les intérêts des populations. On va faire un temps de pause pour le jungle. On revient sur la deuxième partie. Merci. La voix du désert. صوت الصحراء. مرحبا بكم. الرأي والرأي الآخر. La voix du désert. La voix du désert. La voix du désert. Bienvenue dans la voix du désert. L'écho de son voix. Une voix qui édite. La voix du désert vous donne rendez-vous ce vendredi à Paris. Ici, la voix du désert part. L'Afrique répond. La voix du désert. Baatu askan wi. Baatu Afrique ubbeeku ci àdduna bi. صوت الصحراء. مرحبا بكم. الرأي والرأي الآخر. mare musoni ko soni kankan kannando soni kankan mu kana ki makando ko kenna sahili ndo bambuko dango ngakili kharanga no ko bekani la voix du désert dans l'Afrique uditare aduna la voix du désert la voix du désert la voix du désert bato askanoy eri erangi cham. Merci beaucoup, Monsieur Aziz Ndiaye, par rapport à la transition. Monsieur le Président, on vous le demande si vous avez déjà éteint votre soif pour qu'on continue. Oui, j'ai éteint ma soif, c'est vrai. D'accord. Je continue pour quelques questions. Après, on va donner la voix à ceux qui veulent poser des questions. Comme je l'ai dit, les questions sont limitées. Tout le monde ne peut pas poser les questions. Monsieur le Président, revenons sur cette question qui est une question de taille où vous savez que une importance capitale par rapport même à votre émergence, à votre mouvement qui le symbolise et aussi qui est le point culminant. Mobilisation et rôle de la jeunesse, Monsieur le Président. La jeunesse est frappée
par le chômage, la précarité. Comment transformer cette frustration en force politique? Assiste-t-on aujourd'hui à une nouvelle réforme du multipartisme citoyen plus autonome, comme l'ont montré les mobilisations des dockers ou des travailleurs précaires? Écoutez, c'est une question de taille, comme vous l'avez dit. La précarité de la jeunesse, au lieu d'être un pesant de morosité, ça doit être un tremplin pour l'énergie et pour l'insurrection morale et politique, pour conjurer le sort. Et on peut conjurer le sort par ces temps modernes en s'investissant pleinement avec désintéressement et esprit de sacrifice dans le changement. Toute stratégie qui vise à redonner le pouvoir à la jeunesse, redonner l'espoir à la jeunesse, doit passer par soulever le pays, par développer le pays. Et pour soulever le pays, pour le développer, pour élever le pays et le développer, il faut prendre le pouvoir. Il faut créer l'alternance. Prendre le pouvoir avec une alternance, en balayant le système pourri et les pratiques pourries qui sont maintenant totalement en panne, en désuétude et qui font que le pays est en train de s'enfoncer encore davantage dans sa crise, plutôt dans ses crises multiformes. Donc, l'alternance passe par le militantisme dans une mouvance d'alternance, dans une mouvance présidentielle. Et la bipolarisation dont j'ai parlé tout à l'heure entre nous et le pouvoir, depuis 15 ans, depuis 3 élections présidentielles successives, cette bipolarisation est entre le courant de changement politique dirigé par Biram Ould-Davleh et le courant dirigé par la classe politique, militaire, féodale, affairiste, gabégiste, qui tient les rênes du pays depuis 1978 et qui fait main basse sur les droits de tous. Qui fait main basse sur les droits de tous. Qui fait main basse sur les droits de tous, même les jeunes. Donc, la jeunesse, pour quitter sa morosité et pour faire revenir l'espoir et pour créer le développement, le changement et le développement, doit s'investir dans l'attraction présidentielle. Il y a beaucoup de partis, il y a beaucoup de partis politiques, il y a beaucoup de mouvances politiques. Mais la seule mouvance présidentielle, jusqu'à preuve du contraire, depuis 2014 jusqu'à nos jours, c'est la mouvance dirigée par Biram Dahbeh. Donc, un jeune qui veut le changement, un citoyen qui veut le changement, et qui au lieu d'aller dans cette voie, dans cette mouvance, il part dans une autre mouvance, c'est une manière de retarder le changement et de mettre le bâton dans les roues du changement. Voilà. Oui, vous avez montré l'importance de la jeunesse. Je vais terminer par cette question avant d'ouvrir les autres questions venant du public qui veulent participer. Je vais terminer par là. Je pense que je vais terminer par une bonne note. Vous avez été emprisonné et menacé plusieurs reprises. En quoi ces épreuves influencent votre combat et votre rapport avec le pouvoir? Ces épreuves d'emprisonnement, de maltraitance, de diabolisation, de trahison. Vous savez, l'épreuve de la prison
est très bénigne par rapport à l'épreuve que les amis intimes font en administrant un coup de poignard dans le dos. Et vous, personnellement, en tant que jeune, parmi les plus fidèles à cette cause, à cette mouvance, vous en savez quelque chose. Je vous dis que mes nuits dans les prisons insalubres ont été vécues beaucoup plus sereinement que les grandes trahisons qui ont émaillé le parcours que j'ai fait. Je pense j'ai perdu le fil de la question. Oui, nous comprenons par rapport, vous vous sentez trahi par des hommes et des femmes que vous croyez par rapport à votre direction ou bien votre objectif pour la Mauritanie. Nous comprenons l'émotion, mais juste comme je l'ai dit, on va juste aller directement par rapport aux gens qui vont intervenir et poser des questions. Adam, misal minimum sapari ke adwa wadi ko wite ko tarjam. Avant le président de prendre la question, je demande à Adama d'essayer de faire un parcours résumé tout en posant un bilan pour que vous puissiez s'exprimer un peu en arabe pour que les gens comprennent par rapport à la ligne directive que nous nous sommes fixés. Après, je vais revenir sur Ali Gandega du Degijam pour qu'il pose sa question pour le président. Adam, si vous êtes sur place, à vous la parole. السلام عليكم ورحمة الله. نحن اليوم معنا رئيس حركة إيراء والنائب البرلماني اللي معروف والمعارض، نقد نقول رقم واحد في موريتانيا، السيد بيرام ولد العبيد. تكلمنا هون عن ياسر المواضيع، تكلمنا عن الحوار وتكلمنا عن النضال وتكلمنا عن الأحزاب السياسية وتكلمنا عن العلاقات اللي كانوا الرئيس بيرام ولد العبيد مع رئيس الجمهورية السيد محمد الغزواني. ذيك الساعة قال له عنه شاف صاحبه، والعلاقات اللي كان مع السيد الوزير الأول مختار ولد جاي، وذا كامل شرحه لنا ولا خلى شيء، وذاك من السابق نوفا ونخلوا السيد الرئيس يستراح شوي ونرجعوا للصحفي المتميز المقيم في فرنسا السيد الياقي المعروف في فيروس يرجع لنا في الأسئلة المشاهدين، وبقى لنا إلا 15 دقيقة إن شاء الله ونوفوا. وحد كامل عنده سؤال يقد الله يطرح سؤاله تحت، والله ينعطى له فرصة يجي عنده 3 دقائق. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Féroce, je vous rappelle juste qu'il nous reste juste 15 minutes, donc je vous laisse gérer le reste. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup Adama. Je demande juste aux gens qui vont monter, c'est normal, c'est pas pour des leçons de morale, mais restez bref dans vos questions pour que le président puisse rebondir avant les 15 minutes, parce qu'au-delà de 15 minutes, nous allons arrêter l'émission. Monsieur Ali, vous avez la parole pour vos questions. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je salue le président Biram Ould Abid. Respect. Et Machallah, président, vous êtes bien habillé. Même si que les gens ne le disent pas, moi je le dis, vous êtes bien habillé. Machallah. Merci. Allah hésite. Bon, Alia, moi je vais aller vif dans le sujet. Président Biram Ould Abid. Aujourd'hui, j'ai une question et à chaque fois, quand on dit aujourd'hui la Mauritanie, j'ai un ami qui dit à chaque fois qu'on a une population, mais pas un peuple. Et quand je fais réflexion sur moi, à chaque fois, la jeunesse consciente et toute la jeunesse mauritanienne, ils ne attendent que quand Biram donne l'ordre. Est-ce que cela est normal? Parce que je pense qu'on doit tous être des leaders de nos côtés. C'est vrai qu'on a un opposant qui est le président Biram Ould Abid qui fait poids devant ce système. Mais à chaque fois, la jeunesse, on dirait qu'ils ont pris Biram comme un bouclier. Si Biram ne parle pas, eux, ils ne font pas. Si Biram ne sort pas, ils ne sortent pas. Et aujourd'hui, quel message que vous pouvez envoyer à ces leaders qui n'ont pas pris de responsabilité? Parce que quoi qu'on dise, il faut une continuité, il faut un suivi aussi dans tout. On est d'accord, on est tous derrière Biram, le président Biram Ould Abid. C'est l'opposant qui fait le poids aujourd'hui, qu'on le veuille pas, ici en Mauritanie. Mais si Biram ne sort pas, personne ne sort.
Et ça, je ne l'ai jamais compris. Et ça revient sur l'ami quand il m'a dit qu'on a une population, mais pas un peuple. Mais si on avait un peuple... Merci Ali. Ouais. D'aller juste à la question, vous voulez dire aujourd'hui, Monsieur le Président, je pense en résumant la question de Ali, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez cette force-là de pouvoir influer sur la jeunesse et de pouvoir dire la jeunesse aujourd'hui on vous attend. Peut-être dans des rendez-vous on a dit que le président n'a pas su donner l'ordre pour que la jeunesse reste dans la rue pour essayer de réclamer la victoire. Je pense que j'ai bien résumé la question, c'était long. Mais c'est comme ça. À vous la parole et on passe à un autre intervenant, s'il vous plaît. Très bien. Bon, moi je pense que à travers mon parcours, je suis déjà allé au charbon chaque fois. C'est pourquoi les gens m'arrêtent. C'est pourquoi les gens m'emprisonnent 5 fois. C'est pourquoi mon immunité parlementaire a été levée une fois. On a tenté de la lever la deuxième fois. Je pense que il y a à chacun son rôle. Moi, en tant que père de la jeunesse et de la lutte, une lutte pacifique qui m'a permis d'être fêté, distingué, primé dans tous les podiums internationaux. Je ne peux pas dire aux gens à les tuer, à les frapper, à les brûler. Ce n'est pas mon rôle. Mais j'ai le droit et le devoir de dire aux gens, réclamez vos droits avec toutes les issues de droit, tous les privilèges de droit. Manifestez, désobéissez pacifiquement, faites la grève, faites des villes mortes, faites les arrêts de travail, rassemblez-vous par dizaines de milliers et restez dans l'occupation des espaces symboliques jusqu'à la victoire. Les Chevalesa a fait ça. Khomeini a fait ça avant la chute du Shah. Et bien d'autres l'ont fait. Si les gens veulent que je sois Guevara avec l'arme à la main, si les gens veulent que je sois Saint-Just et Robespierre, qui ont levé des troupes parmi les Parisiens révolutionnaires pour s'attaquer à la royauté. Bon, je ne suis pas de ces gens, mais je suis des premiers. Et voilà, moi je pense que la jeunesse, ce qu'a dit notre frère Ali Gandega. Ali Gandega, la jeunesse, parfois elle se soulève, mais elle n'a pas de soutien dans la population. Parce que la dernière présidentielle, lorsque il y a eu le dernier coup d'État électoral, je suis sorti avec les jeunes plusieurs fois, plusieurs jours. Mais ce sont 1000 jeunes, 1500 jeunes qui sont encerclés par des milliers de policiers, de gendarmes, de gardes, et ils sont vite maîtrisables. Et on les met tous dans le cachot. 4000 ont été emprisonnés. La population ne suit pas. Si la population ne suit pas les jeunes vont rester minoritaires et c'est facile de mettre fin à leurs manifestations, bien que ces manifestations sont pacifiques. Voilà. Merci. On va passer la parole au deuxième intervenant. Monsieur Elassu, vous avez la parole pour les questions. Merci beaucoup, Alia. Bonsoir, Monsieur le Président. Moi, ma question serait celle-ci. J'ai appris dans le passé que vous étiez un sympathisant du PRDS, qui se trouve être le parti de Maouya, qui est quand même le plus grand criminel de l'histoire de la Mauritanie. Mais malheureusement, il a fallu quelques années après le départ de Maouya qu'on vous entende parler de l'histoire vraiment des événements et tout cela. Pourquoi ceci? Et c'est tout. Très bien. Bon, ces gens qui ont parlé de ceci, ils ont commencé, quand est-ce qu'ils ont commencé à parler de ça? Lorsque moi,
Je suis rentré dans le 18. Lorsque moi, ils ont ressenti le danger que représente la mouvance de Hira. Lorsqu'ils ont tâté et constaté la teneur de ce que nous pensions, de ce que nous voulons, de ce que nous visons. C'est en ce moment pourquoi jamais personne n'a entendu que j'étais du PRDS. Par exemple, si vous dites Boïdjel était du PRDS, vous allez dire il a occupé tel et tel poste. Si vous dites Massar Sissoko, qui est de Bogué, était du PRDS, vous allez pouvoir dire il a occupé. Oui, Qu'est-ce qu'il faisait? Si vous dites tous les gens qui étaient du PRDS, maintenant on connaît leur poste. Pourquoi moi, on ne me connaît pas de poste? Je n'ai jamais été. Au contraire, j'ai eu beaucoup de difficultés à aller. J'ai eu mal à aller le temps de Ma'awiya. Et j'ai été victime de beaucoup de persécutions. Mais je vais vous dire une anecdote. En 1991, il y a quelqu'un qui est connu de tous, qui était secrétaire général du ministère de l'Intérieur. Il s'appelle Fall Omar. Il est de Tekan. Alia le connaît. Ouais. En ce moment-ci, il vient de quitter son poste. Au moment où Ma'awiya faisait le PRDS. Et il a été délégué par le ministre de l'Intérieur, Feu Ahmed Minni, à Nouadhibou, pour m'amener à Nouakchott, rencontrer le ministre. Et la demande du ministre était ce que je vais vous dire. Il a dit, nous avons, à travers nos renseignements, compris que tu seras une personnalité importante à travers ta trajectoire dans le collège, dans le lycée et maintenant en tant que fonctionnaire des tribunaux. Tu seras quelqu'un de très important, mais on veut que tu sois membre fondateur du PRDS. Le refus que j'ai opposé, Fall Omar en est témoin et il est vivant. Ouais. Et je suis retourné à mon poste de greffier à Rosso, à Nouadhibou. Mais toute cette invention du PRDS, qui est une invention de toutes pièces, a été inventée par des gens du pouvoir, d'Aziz lui-même, et certains opposants, que je peux citer, mais je ne dois pas les citer, parce que maintenant nous sommes en entente sur des choses importantes pour l'opposition. Ça va gâcher nos liens. Ils ont inventé ça pour pouvoir freiner notre ascension lorsque Iran a commencé à bousculer les tabous. Mais ils n'ont pas réussi parce qu'ils n'ont jamais donné de preuves. Parce que quelqu'un comme Biram, s'il est au PRDS, à Tawassul, à Iran, s'il est au FPC, il va être constaté, il va être connu. Il ne va pas passer inaperçu. Ce n'est pas mon genre. Vous pouvez facilement comprendre l'ampleur de la supercherie et du mensonge. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président, par rapport à la question de LH. Avant de donner à Mickey, qui fait partie des rédacteurs par rapport à l'émission La Voix du désert, j'aimerais juste dire à Devik qui gère les modérateurs, pour les questions, ça nous reste que 7 minutes, donc on peut plus faire monter les gens parce que aussi on comprend le président qui nous a donné le temps, on a déjà largement dépassé. On va terminer avec les questions de Mickey pour essayer de clôturer en beauté. Mickey Ali Diallo, vous avez la parole. Bonsoir, bonsoir Ferres, merci. Et merci aussi au président Biram d'être là et d'être présent à l'émission. Moi, peut-être j'aurai peut-être 2 ou 3 questions qui vont tourner autour de l'actualité. Ma première, elle est celle-là. Aujourd'hui, la jeunesse mauritanienne, ils sont sur le point de créer un mouvement politique qui s'appelle Mouvement 2029.
le mouvement 2029 qu'on est en train de créer voudrait par exemple voir un jour que toute l'opposition mauritanienne soit en un seul bloc. Et ma question pour Michel Biram, qui est le président de IRA, bien sûr, c'est de vous demander qu'est-ce que vous pensiez ou qu'est-ce que vous dites par rapport à ça. Si la jeunesse réclame que vous soyez en une seule coalition avec Samba Thiam et Khalid Diallo, quel est votre point de vue par rapport à ça, par exemple? Ça, c'est ma première question. Je m'arrêterai pour le donner un tout petit peu de temps. Non, mais pose les questions globalement pour qu'il puisse répondre, pour qu'on puisse terminer et répondre à toutes les questions. S'il oublie, moi, je vais le rappeler. C'est la première question. Votre deuxième question, c'est quoi? Ma deuxième, c'est par rapport au dialogue. Michel Biram, récemment, on a vu que le pouvoir avait fait appel à un dialogue et que Biram a boycotté le dialogue. Il a dit qu'il ne reviendrait pas au dialogue. Et que Samba Thiam lui-même, bon, par rapport aux rumeurs, que Samba Thiam a répondu à ce dialogue. Et que récemment, on avait vu qu'il y avait une fédération entre Biram et Samba Thiam. Et par rapport à cette position, par rapport aussi à sa réponse à cette opposition au dialogue, qu'est-ce qu'il en pense et pourquoi il s'est opposé par rapport au dialogue, pourquoi il a refusé ce dialogue-là. Ma première, c'est celle la coalition. Pourquoi pas on verrait pas aujourd'hui un Khali, un Biram et un Samba Thiam en une seule coalition. D'autant plus que c'est un besoin social qu'on est en train de réclamer. On a besoin de voir toute cette opposition en force. Pourquoi pas on le verrait pas. Et c'est ce qu'on demande à Michel Biram. Donc je profite de cette occasion pour lui réitérer mes mêmes propos par rapport à la question-là, puisque on est en train de fonder ou de créer un mouvement dans ce sens pour faire peut-être une coalition par rapport à ça. Donc, je voudrais, ou bien toute la génération consciente qui est là ce soir, voudrait savoir ou connaître sa réponse par rapport à ça. Est-ce qu'il faudrait pas qu'ils se réunissent en un seul bloc, ou peut-être est-ce qu'il faudrait pas encore qu'on continue à être dispersés comme d'habitude, parce que nous aussi on est fatigués d'être dispersés. Donc, nous avons besoin de voir l'électorat de Biram, l'électorat de Khali, l'électorat de Samba Thiam en une seule coalition, comme ça que toute la jeunesse arrive à soutenir un seul candidat d'opposition. Merci beaucoup, Mickey. Je pense que la question là est fleuve, suivi de commentaires. Monsieur le Président, il a résumé par rapport à un mouvement qui est en train de naître pour dire qu'aujourd'hui, ils vont vous exiger d'être ensemble. En quoi il y a une impossibilité de vous réunir? Donc, c'est la première. La deuxième question aussi, par rapport à vos rapports avec Samba Thiam, aujourd'hui, si vous décidez de boycotter le dialogue, vous vous basez sur quoi pour boycotter le dialogue? Très bien. Bon, concernant le président Samba Thiam, le RAG, FPC sont avec d'autres partis politiques unis dans ce qui s'appelle l'opposition anti-système. Il y a aussi des mouvements de la société civile comme IRA, comme Hollande et bien d'autres aussi. Cette opposition anti-système, elle fait son bonhomme de chemin, mais en son sein, elle a discuté lorsque Ghazouani a fait un appel à son dialogue. Pour moi, je n'ai pas confiance en Ghazouani. Parce que je l'ai déjà expérimenté, je l'ai déjà pratiqué. Et j'ai posé avec beaucoup de partis de l'opposition anti-système, on a posé des conditions. Pour que ce dialogue soit viable, soit utile, il faut qu'il soit sécurisé et garanti contre le mensonge et les traîtrises du pouvoir. Parce qu'on a déjà expérimenté et pratiqué ce pouvoir. Le pouvoir n'a pas encore accédé à nos conditions. Et tant qu'il n'accède pas à nos conditions, on ne va pas participer. Par contre, le président Samba Thiam pense qu'il faut aller d'abord au dialogue, s'asseoir avec les gens et leur poser les conditions. S'asseoir avec Ghazouani et lui poser des conditions. Si Ghazouani ne peut pas, n'accède pas à ces conditions,
on rompt avec les dialogues. Et moi, j'ai totalement confiance en Samba Thiam parce que c'est un homme, un vrai lutteur, c'est un homme sincère, il n'est pas dans les compromissions. Et je sais que si Ghazouani accède à ces conditions, ce sera une bonne chose. S'il n'accepte pas, Samba Thiam va quitter le dialogue. Mais l'opposition anti-système n'a rien à voir dans tout ça. Nous continuons ensemble notre opposition anti-système. Donc, ceci n'a aucune incidence sur notre union dans l'opposition anti-système. Concernant l'union entre Khali, Samba Thiam et Biram, moi et Samba Thiam, nous ne sommes pas réveillés un jour pour être unis. On a tissé et bâti des relations de confiance. Et c'est à travers des partis. Ce n'est pas Samba Thiam qui est allé seul, Biram qui est allé seul, ils se sont rencontrés. Khali avec le FRID. Et le FRID n'est pas un parti proche de nous, au contraire. C'est un parti avec qui nous sommes diamétralement opposés. Donc Khali, avec son parti, et son parti est en train de travailler avec d'autres coalitions. Et ils ont déjà fait une coalition par laquelle ils ont été candidats pour les députations et par laquelle ils ont été candidats aux élections présidentielles. Et c'est comme si vous nous dites, nous sommes une coalition, nous sommes le parti RAC. Par exemple, si vous nous dites Kaolo ou Aïssa Tanyas ou Ahmed Hamdi, quand est-ce qu'il va faire coalition avec l'IFP ou avec Tawassul? Mais c'est un singleton. Les gens traitent avec des partis. Et les gens, il faut qu'ils soient aussi proches. Et moi, j'ai écouté Khali dans une émission, lorsqu'on lui a demandé les personnes, on lui a demandé l'Eid, il dit qu'il est très proche de l'Eid. On lui a demandé Samba Thiam, il a dit qu'il est très loin de Samba Thiam. Bon, je sais que c'est difficile. Nous, on ne peut pas. La relation entre nous et Samba Thiam, c'est notre relation avec l'IFPC. Et c'est une relation avec beaucoup de pans de population du Fouta et de la Mauritanie entière. Et ce n'est pas une relation avec laquelle on peut jouer. On l'a bâtie avec beaucoup de discussions, beaucoup d'expériences ensemble. Et bon, et je pense que en politique, pour bien traiter en politique, il faut être constant. Et la constance, c'est d'être dans une ligne et persévérer dans une ligne. On ne peut pas, chaque élection, nous sommes avec quelqu'un. Chaque élection, nous sommes avec quelqu'un. Nous sommes contre quelqu'un, chaque élection, nous sommes... La politique, c'est pas comme ça. Il faut de la constance, de la persévérance. Il faut qu'on sache qui est avec qui. Bon, on ne peut pas être chaque élection présidentielle être avec quelqu'un. 2019 avec quelqu'un, 2024 avec quelqu'un, 2029 avec quelqu'un, mais il faut d'abord se faire une solidité, se faire un ancrage, se créer une constance. Bon, nous, on ne raisonne pas avec trop de jeunesse, parce que moi, j'ai mis beaucoup d'années derrière moi. Samba Thiam a mis beaucoup d'années derrière lui. On a tissé beaucoup de relations. Et il faut, ce qui
bloque l'opposition mauritanienne ou une partie de l'opposition, c'est que chaque année, ils ont une innovation. Il y a eu la côte en 2014. Toute l'opposition s'est réunie pour boycotter les élections. Nous, en ce moment, l'opposition ne nous aime pas. Elle ne nous compte pas parmi elles. Nous étions candidats. Elle dit que nous sommes extrémistes contre les morts. Nous étions des parias. On a fait notre élection en 2014, il y en est témoin. En 2019, l'opposition aussi s'est méfiée de nous. La CVA a été créée. Ould Boubacar est venu. Les gens se sont partagés entre CVA et Ould Boubacar. Nous sommes restés seuls. Dieu a fait que le peuple nous a sublimés. Ils ont voté pour nous, on a été volés. Mais la création de la coalition CVE, ça a beaucoup gêné notre action. Mais après les élections, la CVE s'est évaporée. Comme la CODE s'est évaporée après les élections de 2014. La CODE qui a fait campagne contre nous, bien qu'elle boycottait en 2014. Aussi, il y a une coalition, FRID, qui est venue aussi s'opposer à nous et nous gêner dans les élections de 2024. Au moins, si vous créez une nouvelle coalition, le FRID maintenant, peut-être va se disloquer avant les élections présidentielles, avant même les élections législatives. À quand la jeunesse mauritanienne ou une partie de la jeunesse, à chaque fois, elle va créer une coalition qui va s'opposer au centre de l'opposition pour se disloquer après. Je pense que ça va fatiguer les populations, ça va les dégoûter, alors que nous, on peut aller sur l'essentiel. Ce qui est battu, ce qui a été construit, et ce qui gêne le pouvoir, et ce qui peut donner la victoire contre le pouvoir, c'est le grand rassemblement que nous avons créé dans l'opposition anti-système. C'est pourquoi Abdoulaye Wade a été rejoint par tous les opposants pour battre le PS et faire l'alternance en 2000. C'est pourquoi François Mitterrand a été rejoint par tous les groupuscules des partis socialistes, de la mouvance socialiste, pour battre la droite en 1981. Et c'est comme ça qu'on fait en politique. Je peux donner beaucoup d'exemples. Éviter la fragmentation. Voilà. Moi, c'est ma réponse à cette question. Merci beaucoup. Je pense qu'on va terminer avec Jojoba, qui était celui qui vous a invité la fois passée. On va écouter sa question pour clôturer en beauté, s'il vous plaît. Oui, on s'excuse, on ne pourra pas faire monter tout le monde. On s'excuse par rapport au temps, par rapport au calendrier, parce qu'on a dépassé largement le temps et aussi vous allez nous comprendre. Jojo, vous avez la parole. Salam alaikum, bonsoir Monsieur le Président. Bonsoir Jojo. Bonsoir Tonton Alia et bonsoir à tous ces auditeurs qui sont là, qui nous regardent de près ou de loin. Moi j'ai une question pour Monsieur le Président. Les moments les plus difficiles de votre vie ont été causés par une seule personne qui s'appelle l'ex-président de la Mauritanie, Ould Abdelaziz. Et on a vu tout récemment, avant les élections et après les élections, il a été condamné pour détournement de fonds publics, deniers publics. Et on vous a vu sortir pour le soutenir. Et ma question, elle est, pourquoi vous l'avez soutenu et vous êtes là pour la cause nationale et quelqu'un qui a détourné les deniers publics est un ex-président et vous êtes sorti pour le défendre? Très bien. Premièrement, il m'a causé les difficultés que chacun connaît à ma famille. Mais moi, je ne suis pas dans la vengeance. Et le rôle que je veux jouer pour mon peuple ne me permet pas
d'être dans la vengeance. Un seul grain de vengeance ne me sied pas. Je suis dans l'utile, le raisonnable et surtout dans l'intérêt général. Je n'ai pas le temps pour mener un combat personnel contre quelqu'un. Non. C'est pourquoi Aziz a bénéficié de mon oubli, de mon indulgence, de ma démission, de tout acte ou propos vengeur. Deuxièmement, je ne suis pas d'accord que Aziz a été condamné pour détournement de deniers publics. Mais je considère qu'Aziz et tout le groupe, même ceux qui l'ont condamné et ceux qui lui ont succédé, ils ont tous trempé dans le pillage du peuple, le vol du peuple, et ils continuent à le faire. Donc, ce qui les a animés pour condamner Aziz, c'est pour me tromper et vous tromper et donner l'impression qu'ils ne sont pas des voleurs. Alors qu'exactement la condamnation d'Aziz prouve qu'ils sont des voleurs. Parce que c'est eux qui adulaient Aziz, qui le soutenaient, qui étaient ses mains droites, ses mains gauches, ses bras, ses jambes, ses yeux, ses oreilles. Et s'il a pillé, s'il a volé, c'est avec eux qu'il l'a fait. Avec leur complicité et leur aide. Mais étant donné qu'ils ne s'entendent plus après quelques mois d'exercice de pouvoir de son successeur Azouani, la querelle s'est installée à l'intérieur du système. Et ils ont voulu l'isoler aux yeux du peuple par cette condamnation. Mais le but n'est pas un but de défendre le peuple, n'est pas un but de chercher l'argent du peuple et de le protéger. Non, le but est de discréditer aux yeux du peuple pour l'isoler et l'achever politiquement. C'est là, cette guerre des gangs à laquelle moi, je ne veux pas et je ne peux pas être actionnaire. Donc, je ne le soutiens pas. J'ai dit qu'ils sont tous responsables de ce pillage, de ce chaos, de ces injustices. Même en dehors du vol. Aziz a fait d'autres crimes. Lamine Mangane. Le sang de Lamine Mangane, c'est dans le cou d'Aziz. Comme le sang des jeunes adolescents de Kaedi, tués en juillet 2024 dans les événements post-électoraux, ce sang est dans la cou de Kazouani. Comme dans le cou de Mahaouye, il y a le sang des martyrs d'Inal, de Ouchi, de Sorimale, de l'Azrat, de Jreida, de Walata et d'ailleurs. Moi, je vais rester lucide. Je vais faire la part des choses. Mais je ne soutiens pas Aziz, mais je ne vais pas accepter d'être le dindon de la farce. Et dès que Kazouani a commencé, lui et Bouhamatou, leur lutte contre Aziz, Bouhamatou, qui était mon financier, mon argentier, qui finançait mes actions, avec beaucoup de largesse et de générosité, alors qu'avant lui, je ne connais même pas l'argent. Il m'a mis dans des conditions où je pouvais faire beaucoup d'actions très chères et très coûteuses. Mais lorsqu'il a voulu que je m'engage contre Aziz, j'ai dit attention, non, moi on ne m'utilise pas. Tu peux m'aider, mais tu ne peux pas m'utiliser. Des amis à moi ont rompu avec moi à cause de ça pour suivre Mohamed. Parce qu'il est riche, parce qu'il donne. Moi, il me donne. J'ai besoin,
et j'ai grandement besoin, mais il ne peut pas me dicter ma politique. Et surtout ma morale, mon éducation, que ma maman et mon père m'ont éduqué, de ne pas s'attaquer aux cadavres, de ne pas tirer sur une ambulance, de ne pas s'acharner sur quelqu'un pour plaire aux autres. Non, je ne le fais pas. De ne pas me venger. Et Kazouani, lorsque j'étais son ami, lorsqu'on a signé le pacte d'accord, en ce moment, il organisait les députés pour s'en prendre à Aziz, pour enquêter sur Aziz. Mais moi, il n'a pas osé me le dire. Je sors, je rentre dans son bureau, on discute, on s'organise, on parle de l'avenir de la Mauritanie, on parle du pacte qui nous lie, du dialogue interne entre nous. Et il a beaucoup aimé que moi, en tant que député extraordinaire, parce que je ne suis pas un député ordinaire, il a bien voulu que je crédibilise l'action judiciaire et parlementaire contre Kazouani, contre Aziz. Mais il n'a pas osé me solliciter parce qu'il est intelligent, parce qu'il sait que je vais refuser. Quitte à ce que tout se casse entre nous. C'est pourquoi tout s'est cassé entre moi et Bouhamatou, parce qu'il a exigé ça. Voilà. Donc, c'est une question de morale. Une question de justice, une question d'équité, une question d'indépendance personnelle et éducationnelle. Voilà. Merci, merci. Merci, Monsieur le Président. Nous sommes venus au terme de l'émission. Nous étions très ravis de vous recevoir sur la Voix du désert. Par rapport à ces questions, vous avez pris de votre temps. Nous ne pourrons que vous dire merci. Et nous remercions toutes les personnes qui étaient scotchées sur la Voix du désert à travers TikTok. Nous remercions le modérateur. C'est pas facile. Et il y aura toujours des polémiques autour de ceux qui vont monter et d'autres. Nous vous disons seulement, continuez sur cette lancée. Monsieur le Président, si vous avez un dernier mot à dire, on vous écoute avant de se dire au revoir. J'appelle, le dernier mot, j'appelle tous ceux qui se disent opposants, sincèrement opposants, de s'accorder les mains, de rassembler les esprits et de venir en toute sincérité, sans calcul, sans arrière-pensée, pour que nous puissions créer l'alternance pour les Mauritaniens, pour la jeunesse mauritanienne, qui n'a que trop souffert. Dieu a fait que les attaques du pouvoir sont maintenant dirigées contre l'opposition anti-système, contre son président que je suis. Ces attaques rudes, fortes, violentes, ont pour cause le fait qu'ils sentent et qu'ils ressentent que nous avons la capacité, à travers notre aura, notre notoriété, nos relations dans le monde, notre longévité dans le combat, notre constance, nous tous, Samba Thiam, Omar Ouliali, Diallo Moussa, Diallo Mohamedou, et le manifeste Hratim, et d'autres, Handaye, et d'autres, et d'autres, et d'autres, ils ont compris qu'on peut renverser la table et créer l'alternance. Je demande à la jeunesse d'être consciente, je demande aux populations d'être conscientes et d'aller tous dans le sens du rassemblement. Nous, on veut que l'alternance. Si l'opposition laisse au pouvoir la manœuvre de pouvoir la diviser, même prendre 1% de nos forces pour en faire une opposition rivale
à l'opposition principale, ça, c'est un point important déjà gagné par le pouvoir. Je vous convie de l'éviter. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Biranda Oulabey. Pour rappel, il était l'invité de la Voix du désert. Nous avons visité tous les points qui étaient sur la préoccupation des Mauritaniens. Pour ce, je remercie les modérateurs de la Voix du désert. Je remercie Adama qui a fait monter l'émission et qui a été au cœur, et toutes les personnes invisibles qui continuent à faire le travail. Je vous dis à très bientôt, Monsieur le Président. Merci. Restez sur la Voix du désert pour d'autres émissions. Merci, à très bientôt. Bienvenue dans la Voix du désert. L'écho des sans-voix. Une voix. Et info. Édite, sensibilise. L'espace où résonnent les voix oubliées. Ici, la Voix du désert parle. L'Afrique est la Voix du désert. Baatu askan wi. Baatu Afrique ubbeeku ci àdduna bi. Sautu Sahara. والرأي لا يخشى. mare musoni ko soni kan kannan do soni kan am kana ki makka do kana sayli ndo bambuko gangu ngaki xaranga no ko be kani la voix du désert dans l'Afrique uditare aduna la voix du désert la voix du désert la voix du désert bato askan wi eri era nga jam